Donc on reprend les présentations avec, pour la première intervention, Monsieur Grégory Mailly de l'Université de Liège, qui va nous présenter donc les solutions fondées sur la nature et voir un peu le lien qui existe entre la gestion de l'eau et la biodiversité. Donc c'est parti pour une demi-heure et je laisse la parole à Monsieur Mailly. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être là pour partager quelques éléments de réflexion avec vous sur les liens entre gestion de l'eau, biodiversité à travers les solutions fondées sur la nature. Je n'aurai pas la prétention de présenter les solutions basées sur la nature, parce que vous allez voir que c'est un thème émergent et un concept émergent. Alors déjà, concept, thème, émergent, donc on voit bien qu'on est encore avec plein de questions. Donc j'essaie d'attirer l'attention et de poser quelques balises par rapport à cette réflexion. Alors d'abord le contexte autour de 3 thèmes: urbanisation, biodiversité, solutions fondées sur la nature. De quoi on parle? Pourquoi lier ces éléments? Vous voyez que j'ai mis urbanisation en tête parce qu'ici on va quand même traiter de solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau dans des paysages anthropisés, urbanisés, périurbanisés. Donc je ne vais pas traiter de la gestion de l'eau dans le domaine agricole ou dans le domaine forestier. Donc il y a quand même cette notion d'urbanisation qui est importante derrière. Croissance urbaine, c'est, je pense, ce matin, je n'ai pas pu assister, j'avais un autre cours ce matin à donner, mais j'imagine que le lien entre la modification des paysages, la minéralisation des sols, l'urbanisation, la périurbanisation et les modifications des conditions environnementales a été bien établi au niveau des modifications de l'hydrologie, diminution de l'évapotranspiration, augmentation du ruissellement par le remplacement d'écosystèmes végétalisés par des surfaces minéralisées, au niveau des cours d'eau, simplification de la morphologie, modification des charges physico-chimiques. En même temps, où l'urbanisation impacte l'environnement, et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le cycle hydrologique, l'urbanisation impacte également la biodiversité. Alors si on veut faire un petit résumé de ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, bien, il y a le long des gradients d'urbanisation une perte de richesse en espèces, une diminution de la diversité en espèces. Ça se discute parfois suivant certains groupes, mais enfin c'est assez global. Mais surtout, l'urbanisation, la périurbanisation, l'anthropisation des paysages entraînent des changements de composition en espèces, des écosystèmes, avec des importances croissantes des espèces exotiques, de nouvelles combinaisons d'espèces natives et exotiques qu'on n'a pas encore observées dans nos régions. Dans les régions, on peut voir émerger ces nouvelles combinaisons. Je vais y revenir, c'est la notion de nouvel écosystème. Une homogénéisation de la composition en espèces, des sélections d'espèces avec des traits de vie adaptés aux conditions urbaines qui ne sont pas forcément les espèces, notamment des milieux humides, aquatiques, puisque si on regarde les espèces les plus menacées en milieu urbain, ce sont les espèces natives des habitats humides ou des habitats pauvres en nutriments, les deux pouvant être liés en termes de qualité de milieu aquatique. Alors dans un sens, on a des modifications de la biodiversité en milieu urbain, et pourtant, moi quand je commence mon cours biodiversité en ville, la première chose que je fais faire aux étudiants, c'est une petite recherche Internet, parce que de toute façon, ils sont quand même en train de faire des recherches Internet pendant le cours, donc autant qu'ils le fassent utilement, en leur demandant, voilà, ville, biodiversité, biodiversity, city, regardez un peu, et on tombe très facilement sur des réponses. Bruxelles, Atlas Ville Verte, Ville Nature, Atlas de la Nature à Paris, Ville Biodiversité. Donc en fait, les zones urbanisées, périurbanisées, anthropisées hébergent quand même une certaine diversité biologique, et c'est lié à 3 facteurs. Souvent, les zones urbaines, périurbaines incluent des reliques naturelles, d'écosystèmes de grand intérêt, présentent des habitats variés. On a 3 grands types de structures. Une structure verte, les écosystèmes végétalisés vert-bleu et les écosystèmes aquatiques existants. Une structure brune, essentiellement les friches, les zones en attente de réaffectation, et une structure grise qui est toute la structure minéralisée, et à différents degrés, vous le voyez, ces différentes structures hébergent une biodiversité qui lui est spécifique. Puis souvent, les zones urbaines sont établies des écotones d'écosystèmes aquatiques,
Voilà, Namur, c'est très bien, c'est très clair, on est au Boulin de Baie, on a toute la vallée, on est vraiment à l'écotone, écosystème aquatique terrestre. Donc il y a une biodiversité urbaine, périurbaine, que l'on peut mobiliser pour les logiques de services écosystémiques et les logiques de bien-être des sociétés, et notamment de gestion de l'eau. Donc c'est lié à cette notion de service écosystémique. Les services écosystémiques, ce sont les bénéfices que les populations humaines obtiennent des fonctions des écosystèmes en tant que contribution directe ou indirecte au bien-être humain. Donc là, le box de droite pour vous est lié à ces bénéfices. Le box de gauche, ce sont réellement les services rendus par les écosystèmes, production de matériaux, production de biens, régulation environnementale, régulation du climat, des inondations, des pestes, et puis ce qu'on appelle les services immatériels qui sont liés au paysage, à la spiritualité, à l'art, liés aux écosystèmes. Ce qui est important à bien voir, et je vais revenir dessus à la fin, c'est que la biodiversité est le cœur, le moteur de ces services écosystémiques. C'est la biodiversité qui soutient les fonctions des écosystèmes, qui fournissent des services, eux-mêmes participant au bien-être des sociétés humaines. Je suis parvenu à le dire en une phrase, c'est pas si simple, ce lien entre l'ensemble. Voilà. Donc il y a un lien très clair entre biodiversité et services écosystémiques. Le service écosystémique, c'est d'autant plus important quand on est dans des paysages fortement anthropisés, où il peut y avoir une demande justement pour travailler avec la nature, la biodiversité, pour améliorer le cadre de vie, fournir des matériaux, améliorer l'environnement. Et ceci est une synthèse, bon là en anglais, je vais résumer l'essentiel, des services écosystémiques principaux recensés dans la littérature scientifique en milieu urbain. Et vous voyez que outre tout ce qui concerne l'agriculture urbaine, food supply, vraiment le service qui vient en tête dans les services environnementaux culturels, c'est la régulation des flux hydrologiques et d'atténuation du ruissellement. Donc on a beaucoup d'études, on a à la fois une grosse demande à ce niveau-là qui est validée au niveau scientifique. Alors l'idée de ces services écosystémiques, de lier la biodiversité aux services écosystémiques, elle fait partie des stratégies européennes environnementales qui se mettent en place maintenant et pour les 20-30 ans qui viennent, qui sont basées sur la mise en place de solutions fondées sur la nature. L'idée, c'est quelque part de substituer des solutions purement technologiques par des solutions qui sont inspirées et soutenues par la nature, donc qui permettent d'intégrer davantage de nature et de caractéristiques de processus naturels, notamment dans les paysages urbains et les paysages ruraux fortement anthropisés, en offrant à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques. La mise en place de ces solutions fondées sur la nature devrait amener, dans un monde idéal, à la constitution d'infrastructures vertes, c'est-à-dire de réseaux d'écosystèmes construits avec la nature, donc avec ces solutions, et qui vont rencontrer notamment une série de défis urbains, dont les deux thématiques qui nous occupent ici, le soutien à la biodiversité, la régulation des eaux pluviales, mais également la régulation climatique, la qualité de l'air, la qualité de vie, et on va voir que cet ensemble est lié. Vous voyez que ça fait partie des documents de la Commission européenne, ça fait partie des stratégies actuelles, des solutions fondées sur la nature pour renaturer les villes. Alors c'est une belle idée, je l'aime beaucoup. Où on en est un peu là pour l'instant. On a un beau concept et on a beaucoup de belles déclarations ou de beaux schémas conceptuels. Donc la métropole de demain sera verte ou invivable. Évidemment, on est dans la presse, il faut un titre accrocheur. Tu préférerais qu'elle soit verte ? Oui, je suis d'accord, mais derrière vert, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, voilà, c'est une déclaration très générale. Et quand on regarde finalement les stratégies, comment implémenter des solutions fondées sur la nature, ben oui, on a de très beaux schémas théoriques qui vous conceptualisent l'idée, mais et après, quid ? Quelle biodiversité pour quelle fonction ? Quelle biodiversité pour quel service ? Est-ce qu'on peut associer les deux ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre ? Comment on connecte ces éléments ? Au mieux, actuellement, on a des catalogues de solutions fondées sur la nature. Voilà, par exemple, vous avez ici, j'ai repris toute une série de solutions énumérées les unes après les autres.
et qui donne des informations quand même extrêmement générales, puisque on est... Voilà, vous voyez, on est sur l'idée que des alignements d'arbres vont participer à la régulation climatique et vont participer à la régulation hydrologique. Au-delà de ça, ça reste extrêmement théorique. Et donc, il y a un certain nombre de défis à relever lorsque l'on veut mettre en place des solutions fondées sur la nature qui vont s'articuler avec les enjeux biodiversité. J'imagine que la plupart d'entre vous écoutent les informations de temps en temps, j'espère ce matin. J'ai encore posé la question à mes étudiants ce matin, il y en a au moins la moitié qui n'écoutent pas les infos, mais bon, soit. Mais il y en a quand même une qui m'a dit la COP 15. Ah, je dis oui, la COP 15, biodiversité. Donc on est dans des enjeux sociétaux majeurs de répondre à l'effondrement du vivant, tout en participant à l'amélioration de l'environnement et au bien-être des populations humaines. Comment est-ce qu'on met ça ensemble? Il y a sûrement 3 éléments à prendre en compte. Moi, je ne vais pas vous apporter des solutions toutes faites. J'aime pas les solutions toutes faites, mais 3 éléments de réflexion pour vous aider un peu dans votre réflexion stratégique. D'abord, c'est quelle biodiversité? Des solutions basées sur la nature, ça peut être fait avec tout et n'importe quoi. Donc, quelle biodiversité? Comment on lie les deux? Deuxième réflexion stratégique, connecter, connecter, connecter. Donc, on est sur ici des solutions à petite échelle. C'est très bien, il faut des solutions à petite échelle, mais les réfléchir dans une logique de connexion, ça a une valeur ajoutée très forte. Et enfin, il y a un design des solutions, il y a un design d'écosystèmes pour produire ces services. Quelle biodiversité pour des nouveaux écosystèmes? Ce dont on parle ici, ce sont des paysages fortement anthropisés, dans lesquels la plupart des écosystèmes que l'on trouve aujourd'hui sont ce qu'on appelle des nouveaux écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes qui correspondent à des combinaisons de conditions environnementales et de combinaisons d'espèces qui n'ont jamais été observées dans une région, la région biogéographique dans laquelle on se trouve. Voilà, on est dans quelque chose de nouveau sur lequel il faut imaginer ce qu'on va faire avec. Ces écosystèmes résultent d'interventions délibérées ou non des activités humaines. Donc, c'est nous qui choisissons quelle biodiversité nous développons dans ces écosystèmes. Un des points importants, et vous allez voir, on va revenir dessus sur la connexion, c'est quand même de choisir une biodiversité pour les solutions basées sur la nature qui répond à l'enjeu de l'effondrement du monde vivant, qui est cohérente avec la région biogéographique écologique dans laquelle on se trouve. Et là, et vous voyez que c'est assez récent en écologie, ce sont des publications qui datent de 2010, ça émerge actuellement. Vous savez, l'écologie ne s'est pas beaucoup intéressée au milieu anthropisé jusqu'il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai fait toute ma formation dans les réserves naturelles. C'était déjà il y a un certain temps, presque à 30 ans, mais enfin, dans les réserves naturelles, et on ne sortait pas des réserves naturelles, on faisait l'écologie, c'était les réserves, et notre boulot, c'était gérer les réserves, et pas autre chose. Donc il y a une évolution, et par rapport à ces nouveaux écosystèmes, la proposition, c'est de les considérer comme ce qu'on appelle des habitats analogues. Alors les termes importent peu, ce qu'il y a derrière, c'est que même des écosystèmes fortement anthropisés, construits par l'homme, sont en mesure de soutenir la biodiversité indigène parce qu'ils ressemblent de façon structurelle et fonctionnelle aux écosystèmes naturels présents dans la même région. Vous imaginez un vieux mur, c'est l'analogue d'une falaise. Un poteau, c'est l'analogue d'un tronc d'arbre sur lequel une empreinte peut croître. Des éléments architecturaux sont l'analogue d'éléments de falaise pour la nidification de rapaces. Des trottoirs non rejointoyés, c'est l'analogue de pelouses très sèches ou de milieux rocailleux. Donc on a un pool d'espèces réellement natives dans notre biodiversité que l'on peut utiliser pour construire ces nouveaux écosystèmes. Je vais l'appliquer simplement à un élément important de la réflexion aujourd'hui, qui sont les noues d'infiltration de l'eau. Donc, OK, une noue, c'est un élément technique, ce n'est pas vraiment un fossé, puisque ça a une fonction drainante, ce n'est pas que conduire l'eau. En même temps, ça draine, ça évacue. Donc ça veut dire qu'on est dans un milieu qui va être aquatique et terrestre, entre les deux, avec des fluctuations fort importantes des conditions environnementales. Comment est-ce que je peux faire d'une noue un écosystème analogue à des écosystèmes naturels qui, en plus de remplir sa fonction d'infiltration de l'eau, va participer au développement de la biodiversité et aux connectivités écologiques. Ah oui, pardon, excusez-moi. D'autant plus que quand on parle de nous, on peut parler de choses très différentes.
puisqu'on peut être sur des sols filtrants, sur des sols imperméables, on peut avoir des volontés de drainage, d'évacuation, seulement d'infiltration. Donc on va se retrouver avec une diversité de systèmes où la fluctuation des niveaux d'eau va être très différente, où les contraintes d'inondation vont être fortement différentes. Eh bien, la première tentation, ça pourrait être de se dire une noue, c'est un peu comme un milieu aquatique, et donc on va prendre les plantes qui se trouvent le long des berges d'un étang. Ce n'est pas tout à fait juste, ça a du sens pour les espèces qui se trouvent vraiment dans la zone de fluctuation, mais un plan d'eau, c'est quelque chose de relativement stable, avec des espèces qui se distribuent suivant des gradients de temps d'inondation qui restent stables dans le temps. Par contre, on a toute une série de milieux dont on peut s'inspirer, qui sont des milieux avec des périodes d'inondation plus ou moins importantes, par exemple des prairies sur sol humide qui sont des milieux de grand intérêt. Je suis très loin de mon mi-temps, donc des forêts riveraines mixtes de grands fleuves, des mégaforbiers, des forêts alluviales à aulnes, dans lesquelles on a toute une liste d'espèces. Alors, très rapidement, vous voyez qu'ici, quand on parle de fonction, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une liste d'espèces, ça c'est pour créer votre noue, les espèces qui peuvent venir dedans, mais en même temps, pour faire en sorte que la noue puisse rendre d'autres fonctions, sont repris ici les couleurs, les périodes de floraison et les apports en alimentation pour les pollinisateurs. Ce qui veut dire qu'en utilisant ce pool d'espèces, vous pouvez à la fois faire du design, donc de l'immatériel, de la perception, de la construction esthétique, et rendre un service qui est de soutien aux pollinisateurs. Ceci n'est pas une noue, donc on ne va pas en parler. Connecter. Alors, c'est bien de penser la biodiversité que j'utilise pour ma solution basée nature, mais il y a deux niveaux de connexion à ne pas oublier. Il y en a un premier qui est la connexion fonctionnelle des solutions basées sur la nature pour atteindre un objectif. Donc, quand on parle du cycle de l'eau en milieu urbain, on parle de solutions basées sur la nature, potentiellement sur toutes les zones urbaines qui vont des noues, des jardins de pluie, jusqu'aux toitures vertes et qui se mettent dans une logique réellement de cycle de l'eau, précipitation, ruissellement, infiltration. Donc ça veut dire qu'en termes de logique, il y a une connexion fonctionnelle entre ces différents écosystèmes et que penser un ensemble de petites solutions locales connectées les unes aux autres, ça fait vraiment une différence. Même chose, ça peut être tout à fait contre-intuitif. Mettre en place des solutions fondées sur la nature pour réguler le ruissellement urbain, ça participe au réseau écologique aussi de milieux qui sont des milieux qui ne sont pas du tout des milieux aquatiques, par exemple les milieux de pelouse sèche, qui ont une biodiversité qui est tout à fait adaptée pour se développer sur des toitures végétales. Donc à travers cette logique d'une fonction et de connexion des différents éléments, on peut avoir une valeur ajoutée pour la biodiversité qui s'étend à un ensemble de milieux. Connecter, c'est aussi connecter spatialement. Si on veut relier solutions basées sur la nature à biodiversité, c'est les mettre dans une logique de réseau écologique. Beaucoup de petites interventions locales, bien pensées spatialement, peuvent faire la différence en assurant un réseau d'écosystèmes qui assure la viabilité des espèces. Exemple sur la ville de Liège. Quand on fait l'inventaire des enjeux biologiques sur la ville de Liège, voilà une diversité, un petit échantillon des enjeux. Ils vont des pelouses sèches et des espèces de pelouses sèches au milieu aquatique. Quand on a toute cette diversité, on peut mettre des actions un peu en place pour tous ces milieux un peu partout, mais on peut aussi les réfléchir spatialement en les organisant en réseaux thématiques cohérents, milieu ouvert sec, milieu boisé, réseau hydrique, cavité souterraine, milieu anthropique, et en voyant comment ces réseaux s'interconnectent les uns avec les autres. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place les solutions liées aux différents réseaux dans une logique spatiale qui crée ces connexions entre des zones cœurs et des zones de développement et de liaison de la biodiversité. Si on prend les milieux aquatiques sur la ville de Liège, nous avons les milieux d'eau libre de cours d'eau, des zones de grand intérêt qui sont en tête de bassin, des zones de développement possibles qui concernent les berges anthropisées des cours d'eau. On peut mettre en place un certain nombre de solutions qui redéploient la biodiversité et qui seront cohérentes avec le réseau. Si on prend les eaux stagnantes, même chose, on va avoir des logiques de zone centrale de milieux existants de grand intérêt biodiversité
pour, par exemple, utiliser des bassins d'orage, réhabiliter des bassins d'orage en solutions basées sur la nature accueillant la biodiversité, on peut s'inspirer de la biodiversité de ces zones centrales. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir la cartographie des zones importantes. C'est-à-dire que la mise en place des solutions fondées nature pour la gestion des eaux pluviales aura une valeur ajoutée pour la biodiversité quand elle s'inscrit dans cette cartographie qui est une planification des zones les plus importantes pour restaurer le réseau des milieux aquatiques. Et je vous l'ai dit, ça ne concerne pas que les milieux aquatiques si on regarde dans un milieu urbain. Le ruissellement, ça concerne le ruissellement des bâtiments, ça concerne donc les toitures végétales. Les toitures végétales sont des analogues des pelouses sèches. Si vous voyez ici la cartographie du réseau écologique des milieux herbacés secs sur la ville de Liège, c'est un enjeu écologique majeur, c'est le réseau prioritaire en termes de biodiversité. Avec mon collègue Jacques Teller, enfin l'équipe de mon collègue Jacques Teller, avec notre maigre contribution, j'aime bien la façon dont je le dis là, a estimé le potentiel des bâtiments existants actuellement à supporter des toitures végétales extensives sur la ville de Liège. Parfait. Le potentiel, c'est 10 secondes ou 10 minutes? Ah, merci. Le potentiel, vous voyez, est de près de 350 hectares pour des toits de plus de 100 mètres carrés. C'est tout ce qui est en bleu, tous les bâtiments qui sont en bleu ici. Ça veut dire qu'il y a là un potentiel énorme de mettre en place des solutions fondées sur la nature qui, à la fois, vont participer à la régulation du ruissellement urbain et, à la fois, vont supporter un réseau écologique pour la biodiversité qui est majeur pour Liège, puisqu'on est sur l'axe Mozan et que donc ça crée une reconnexion complète à travers la ville pour les espèces des milieux secs. Et on peut le faire dans cette logique d'habitat analogue en utilisant des espèces natives. Donc ça, c'est pour bien indiquer que réfléchir ces solutions fondées nature dans un cadre spatial et de connexion des différents écosystèmes a une valeur ajoutée. Troisième point sur lequel je vais attirer votre attention, une solution fondée nature, c'est pas, et là je vais sûrement choquer, mais tant pis, c'est pas une bande de miscanthus, hein. Voilà, c'est dit. Enfin, ça a beaucoup de sens peut-être pour la production des tas d'éléments, mais parce que ça fonctionne si les espèces remplissent leur fonction dans l'écosystème. Si elles ne remplissent pas leur fonction, on n'est pas sur une solution fondée nature. Alors je reprends les toits verts, on travaille plus sur ces éléments que sur les éléments sols, donc j'ai des exemples pour vous montrer comment il est important, quand on veut faire des solutions fondées sur la nature, de comprendre le fonctionnement des espèces et leurs contributions. Ça, c'est le résumé très rapide d'une étude que je trouve vraiment très intéressante. Donc, il a fait des toitures végétales expérimentales, toitures extensives, 10 cm de substrat, avec 3 groupes d'espèces, des dicotyléées, plantes à fleurs, les plantes grasses que l'on met d'habitude sur ces toitures, et des graminées. Alors, très rapidement, le protocole consistait à faire des monocultures de chacune des 12 espèces, des mélanges des 4 espèces de chaque groupe et des mélanges des 12 espèces ensemble pour voir quelle espèce fonctionne le mieux, est-ce qu'il y a des différences, est-ce que plus d'espèces, ça fait la différence. Les conclusions sont quand même assez intéressantes. Les graminées ont un effet sur le ruissellement d'une toiture végétale plus important que les dicotyléées, les plantes à fleurs, et beaucoup plus important que les plantes grasses. L'étude va plus loin, parce qu'elle a comparé avec des toitures où il n'y a pas de végétation, donc seulement le substrat. Avoir des plantes grasses sur une toiture végétale, ça ne change rien par rapport au fait de ne pas avoir de végétation. Donc vous pouvez vous contenter de la couche de substrat et pas de végétation, ça ne fait pas de différence. Et le nombre d'espèces, finalement, ne change rien. C'est-à-dire ce qui est important, c'est d'avoir les meilleures espèces. En gros, vous faites une culture d'une de ces graminées et vous avez l'effet maximum sur l'abattement du ruissellement. Alors à nouveau, il faut toujours penser que les services écosystémiques, c'est multiple. Donc évidemment, il y a quand même un avantage à avoir une toiture avec des plantes à fleurs et des graminées parce que ça va soutenir les pollinisateurs. Il ne faut jamais rester sur un élément. Mais ceci montre il faut faire attention, au lien entre la biodiversité qu'on développe et la fonction. Donc, une toiture de plantes grasses a de l'intérêt aussi pour nourrir les pollinisateurs.
Par contre, vous mettez ou mettez pas de plantes grasses, ça ne change rien au fait que vous allez avoir plus ou moins de ruissellement. Et alors derrière ça, il est possible d'avoir des vraies recommandations, parce qu'ici, si on met en lien des caractères des espèces, notamment la hauteur de la plante et le poids du système racinaire sec qui donne un peu son volume, et qu'on le met en lien avec la quantité d'eau ruisselée par la toiture expérimentale sur un moment de temps, hein, avec les mêmes précipitations, vous voyez que les différences sont assez importantes. Entre Anthoxanthum odoratum et un sédum, vous avez 40% de différence dans le ruissellement. Donc, la graminée Anthoxanthum odoratum va abattre de 40% le ruissellement par rapport à une toiture de sédum. Si vous regardez sur les systèmes racinaires, des espèces avec des systèmes racinaires plus importants, que des pois secs plus importants, vont également abattre de près de 50% le ruissellement par rapport à une toiture avec des plantes grasses ou un sol nu. Et donc ceci vous illustre que quand on parle de solutions fondées sur la nature, il ne faut pas faire un lien direct entre j'ai mis des espèces, j'ai une fonction. Il y a une question du choix des espèces, de leurs associations, qui permet de rendre le service et de maximiser donc l'effet de la solution. Ne jamais oublier non plus que quand on met en place des solutions fondées sur la nature, on va rendre un bouquet de services écosystémiques. Je l'ai illustré ici avec la logique des pollinisateurs, hein, le choix d'espèces pour mettre en place des solutions liées à l'infiltration de l'eau et soutenir en même temps les pollinisateurs. Le développement de canopées arborées, et quand je parle de canopées arborées, je ne parle pas d'un pauvre arbre planté au milieu d'une place, hein. Je ne parle pas de la place Flagey à Bruxelles, hein. Je parle de canopées arborées, va participer à la fois, va participer à la fois à la régulation hydrique, à la qualité de l'air, même si ça on pourra en discuter très longtemps, à éviter les pollutions au niveau de l'eau qui s'infiltre dans le sol et à la régulation climatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ces fonctions, elles peuvent être complémentaires ou antagonistes. Et donc, on peut parfois mettre en place une solution fondée sur la nature pour une fonction qui va être antagoniste d'une autre fonction. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous choisissez mal vos espèces arborées pour participer à la régulation hydrologique, vous risquez de détériorer la qualité de l'air, puisqu'il y a un certain nombre d'espèces végétales qui, lorsqu'elles sont en stress physiologique, notamment en période de sécheresse, pour se défendre, produisent des composés secondaires, émettent des composés organiques volatiles qui dégradent la qualité de l'air. Il faut chaque fois regarder l'ensemble des fonctions rendues par une espèce pour pouvoir bien choisir les espèces, la biodiversité qu'on va utiliser dans ces solutions fondées nature. Voilà. Donc en résumé, une biodiversité pertinente, de la connexion et une biodiversité qui permet de rendre les fonctions. Un grand merci, Monsieur Mailly, pour cette intervention très éclairante. Je pense qu'on utilisera mieux le terme solution fondée sur la nature à partir de maintenant.